Antoine Marès, à qui s'adresse ce manuel? Alors, c'est un manuel qui est destiné avant tout aux étudiants de premier cycle, mais je dirais à tout lecteur cultivé et curieux, puisque cette année et l'an prochain, nous allons avoir 900 étudiants qui viendront écouter ce cours sur l'Europe centrale, sur l'Europe médiane dans l'Europe du XXe siècle, et qui auront ainsi un manuel. Nous l'avons fait parce qu'il n'y avait pas de manuel transversal chronologiquement sur cette période, donc il nous a semblé indispensable de doter les étudiants d'un manuel qui leur permettrait d'approfondir un petit peu ce qui leur sera dit en cours. Alors, dans le titre, on parle d'Europe centrale, mais dès l'introduction, vous nous dites que vous allez privilégier le terme d'Europe médiane. Pourquoi choisir ce terme plutôt que d'autres comme Europe centrale, Europe orientale, etc. Alors, l'Europe médiane, c'est un concept beaucoup plus large que celui d'Europe centrale et qui est né de la difficulté qu'il y avait de cerner géographiquement les termes qui existaient. L'Europe du centre-est, l'Europe balkanique, l'Europe centrale, l'Europe danubienne, etc. Donc l'Europe médiane, c'est un concept très vaste qui nous fait partir de la Baltique au nord à la mer Noire et à l'Adriatique au sud, et de l'Allemagne à la Russie. C'est cette zone qui se trouve entre l'Allemagne et la Russie qu'il s'agissait de couvrir, et qui est une sorte d'angle mort de la vision française. Donc l'intérêt, c'était de s'attacher à une zone qui est très peu connue et qui est pourtant essentielle dans l'histoire de l'Europe. Et pourquoi, selon vous, elle est si peu connue en France? Vous parlez effectivement d'angle mort. Est-ce que cette vision, elle a tendance à évoluer aujourd'hui? Alors, je dirais qu'elle a tendance à évoluer du fait de l'Union européenne et de l'adhésion de ces pays dans l'Union européenne, mais il reste encore très largement des ignorances, notamment sur le passé de ces pays qu'on a tendance à sous-estimer systématiquement, à cantonner cette zone dans une sorte de périphérie alors qu'elle est beaucoup plus centrale qu'on l'imagine pour l'histoire de l'Europe. J'en reste au titre. Vous auriez pu titrer l'Europe centrale au XXe siècle, et vous titrez l'Europe centrale dans l'Europe du XXe siècle. Pour appréhender cette histoire de l'Europe médiane, il faut comme ça élargir la focale. Oui, absolument, puisque c'est une Europe qui a été une Europe objet, qui a été entourée par des voisins puissants, que ce soit puissance germanique à l'ouest ou la puissance russe à l'est. Et si on monte un petit peu dans le temps, bien sûr, l'Empire ottoman au sud. Et même si on remonte également dans le temps, il ne faut pas oublier que la Suède a joué un rôle impérial important au nord de l'Europe. Donc pour appréhender cette Europe médiane, il faut la remettre dans son contexte européen global. Parce qu'à ce propos, vous dites que ces peuples qui se trouvent en Europe médiane ont plus souvent été des objets de l'histoire que des sujets. Vous dites que c'est particulièrement manifeste, notamment en 1944-1945, quand les grandes puissances imaginent ce que sera l'Europe après-guerre. Vous pouvez un petit peu nous développer ce concept d'objet-sujet? Oui, c'est un concept qui est lié en fait à la fragilité des États de la région. Ce sont des États qui sont nés pour la plupart très tôt, au Moyen-Âge, autour du Xe siècle, et qui ont disparu, qui ont été phagocytés par les empires au cours du temps. Et ce qui se passe en 1944-1945, c'est l'absorption, la presque totalité de la zone, à l'exception de la Yougoslavie et l'Albanie, dans l'Union soviétique. Et on peut parler à ce propos d'un empire soviétique qui s'est constitué à ce moment-là. Donc cette fragilité, cette discontinuité étatique est quelque chose de très très marquant pour la région. L'autre idée qui revient à plusieurs reprises dans ce manuel, c'est l'idée que l'Europe médiane serait le sismographe de l'histoire européenne. Là aussi, vous pouvez développer un petit peu cette idée de sismographe? Oui, alors si l'on regarde les grands événements européens, à commencer par la première guerre européenne, qui est la guerre de 30 ans, elle se déclenche en 1618 à Prague. Si l'on continue un peu plus loin, quand commence véritablement la construction d'une Allemagne impériale? C'est en 1866 à Sadova.
donc pas très loin non plus de Prague et de Hradec Králové. Et quand on avance dans le temps, on se rend compte à quel point cette zone est présente. 1914, c'est quand même Sarajevo, donc on est dans la partie sud de l'Europe médiane. 1939, c'est bien sûr le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale par l'agression allemande contre la Pologne. 1948, c'est la scission définitive de l'Europe et l'entrée en guerre froide avec le coup de Prague en février. Si l'on se rapproche de la période la plus contemporaine, les dernières guerres européennes se situent aussi dans cette région, avec les guerres yougoslaves à partir de 1991, la décennie des années 90 et sans parler, plus récemment encore, des déchirements qui divisent l'Ukraine. Cette année 2018, elle est marquée pour les Tchèques par de nombreux anniversaires qui terminent en 8. Il y a 1918, l'indépendance, la création de l'État tchécoslovaque sur les ruines de l'Empire austro-hongrois. 1938, les accords de Munich et en quelque sorte le début de la Seconde Guerre mondiale en Europe. 1948, le coup de Prague. 1968, le printemps de Prague. Est-ce que la Tchécoslovaquie, les pays tchèques sont aussi un mini-sismographe comme ça de l'histoire européenne ? Je rappelais tout à l'heure 1618, mais on pourrait parler également de 1848, la révolution qui s'est développée à Prague aussi au printemps. Oui, ça frappe beaucoup les observateurs de voir que ces années en 8 sont récurrentes tout au long du XXe siècle. Effectivement, 1918, c'est la naissance de la Tchécoslovaquie, mais c'est aussi la disparition de l'Empire austro-hongrois qui a vécu sous sa forme multinationale pendant près de 4 siècles. Ce n'était pas un État artificiel, contrairement à ce qu'on a parfois tendance à dire. C'est un État qui a occupé sa place en Europe. 1938, évidemment, Munich. Tristement célèbre. 1948, la prise de pouvoir par les communistes. 1968, peut-être le dernier espoir d'une réforme du système communiste. Et après, on entre dans une période de gestion et où la foi communiste a complètement disparu, y compris dans ce pays. Et du coup, on attendait 1988. Et 1988, il s'est pas passé grand-chose, à dire vrai. Il a fallu attendre, il y a un 88 à retardement avec la révolution de velours de novembre 1989. On verra ce que nous réserve 2018 en pays tchèque, peut-être des surprises. En tout cas, évidemment, ici à Prague, c'est l'histoire tchèque qui nous intéresse plus particulièrement. Est-ce que vous voyez des traits peut-être originaux à l'histoire tchèque du XXe siècle ? C'est notamment la seule démocratie dans l'entre-deux-guerres, la Tchécoslovaquie, au milieu de pays autoritaires ? Oui, alors ça c'est une expérience qui, à mon avis, a 2 sources principales. D'une part, le développement socio-économique de cette région. Les pays tchèques, c'était le poumon industriel de la monarchie austro-hongroise. C'est donc une population mature sur le plan politique. Et puis d'autre part, le rôle qu'a joué Masaryk, indiscutablement comme créateur de la République tchécoslovaque et comme esprit dominant de cette première République tchécoslovaque. Et en même temps, les élites de ce pays, depuis le XIXe siècle, ont été toujours partagées en 2 parties. Une partie ouverte sur le monde, européenne, et une partie beaucoup plus provinciale, beaucoup plus repliée sur elle-même. Et l'histoire des idées, l'histoire politique de l'espace tchèque peut certainement être analysée à travers cette opposition, cette rivalité entre ces 2 pôles. Et le sentiment qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que c'est plutôt le pôle provincialiste et de repli qui l'emporte sur celui de l'ouverture, du moins au niveau de l'opinion publique. Comment cette tension entre ces 2 pôles s'est manifestée pendant la période communiste ? Alors, c'est une bonne question parce que aujourd'hui, on pensait que la période communiste, une fois terminée, ne laisserait pas de traces. Je pense qu'elle a laissé des traces profondes, du fait en particulier du repli
pendant ces 40 ans, avec quelques période un peu exceptionnelle comme le milieu des années 60, la deuxième partie des années 1960, et un enfermement en fait de la population. Alors ça, c'est quelque chose qui me paraît important, dont les traces sont encore visibles. Et l'autre dimension, qui n'est peut-être pas assez bien analysée, c'est l'autolégitimation du Parti communiste par le nationalisme. Un nationalisme qui était lié d'ailleurs à ce repli, qui est resté quelque chose de fort et qui me paraît toujours très présent dans cette société. Alors ça peut paraître contradictoire puisqu'on imagine le communisme comme une internationale finalement, et vous nous dites qu'il y a des traits dans chaque pays de nationalisme dans les communismes qui s'y sont développés. Et est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire quelles sont les caractéristiques de ces nationalismes, de ces communistes qui développent des aspects nationalistes, et quelles conséquences ils ont peut-être aujourd'hui sur la zone? Alors, dans cet effort d'autolégitimation de pouvoir qui n'était pas forcément ressenti comme légitime, il y a eu une volonté d'emprunter à la culture du XIXe siècle, qui est le foyer du nationalisme, d'emprunter un certain nombre d'œuvres, de pensées, de réflexions qui permettaient aux communismes locaux d'apparaître comme dans une filiation nationale. Alors, ça a été plus ou moins accentué selon les pays. On a beaucoup parlé, de ce point de vue-là, de la Roumanie et du national-communisme de Ceausescu, mais on le retrouve partout. On le retrouve dans l'ensemble des pays, y compris en RDA, dans leur récupération de Marx, d'Engels, et dans la rivalité de la RDA avec l'Union soviétique. En Tchécoslovaquie, je donnerai un exemple qui est connu. Un historien communiste de l'époque s'est appliqué à démontrer que le paratonnerre n'avait pas été inventé par les Américains. Et derrière, bien sûr, il y avait tout un discours sur la vision de l'étranger, mais par un Tchèque, par Kopdivich. Alors, il y avait bien sûr du vrai dans cette thèse, mais c'est un exemple assez parlant de cette volonté de s'inscrire dans une tradition autochtone et close qui enchaîne sur le XIXe siècle. Et Antoine Marès, vous diriez que ce phénomène, finalement, explique peut-être aujourd'hui cette ambiance un peu nationaliste qu'on retrouve dans beaucoup de pays centre-européens, de l'Europe médiane? Je pense que ce n'est pas le seul élément pour expliquer la situation, mais que c'est un des éléments qui permettent de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Quels seraient les autres éléments? Alors, par exemple, ça a été, notamment dans la première partie du XXe siècle, une zone multiethnique avec des États qui ne correspondaient pas aux minorités nationales qui se trouvaient sur les territoires des États qui étaient présents dans cette Europe médiane. Est-ce que cette tension minorité-majorité existe toujours? Alors, là, on est rentré précisément dans un panorama très homogène après 1945, puisque deux éléments de diversité importants qui étaient les Juifs qui ont été exterminés par l'occupant allemand et les Allemands qui ont été expulsés n'étaient plus présents. Donc il y avait une sorte d'entre-soi qui commençait, qui était un entre-soi tchéco-slovaque. Et bien évidemment, la partition de 1993, la division de la Tchécoslovaquie entre une République tchèque et la Slovaquie, a contribué à renforcer cet entre-soi. Et cet entre-soi contribue à ce repli provincial que je mentionnais tout à l'heure. Parce que pour terminer, Antoine Marès, finalement, si on reprend cette idée de sismographe de l'Europe pour cette Europe médiane, qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui, cette Europe médiane, de l'histoire européenne, de l'actualité, de l'état finalement de cette Europe? Je pense que les courants nationalistes dont on était témoin dans l'Europe centrale ne sont pas le propre de l'Europe centrale. Je rappellerai simplement les dernières élections présidentielles en France,
où jusqu'au dernier moment, on n'a pas su quelle en serait l'issue. Et on aurait très bien pu avoir, et on a eu d'ailleurs au deuxième tour, représentante de la droite extrême, face à un candidat qu'on pouvait qualifier de centriste, mais on aurait pu avoir un représentant de la gauche extrême face à un représentant de la droite extrême. Donc ces phénomènes sont des phénomènes européens, ces phénomènes de repli, ces phénomènes de surenchère nationale qu'on constate aussi bien en Grande-Bretagne avec l'Écosse, avec la Catalogne en Espagne ou ailleurs. Donc il ne faut pas essentialiser, à mon avis, l'Europe centrale de ce point de vue-là. Et je dirais que l'Europe centrale est assez révélatrice d'un climat général actuel en Europe. Je vous remercie Antoine Marès d'avoir répondu à mes questions et d'avoir été mon invité sur Radio Prague. Merci à vous.